Peut-être un des enjeux les plus importants de la diffusion de cet objet dans la société bourgeoise, qui était très uniformisée et très rigoriste tout de même. Puis c'est en même temps, il y a d'autres choses qui se greffent immédiatement sur l'objet bicyclette, notamment la liberté des femmes. Et voilà que ça déraille pour les machos. En France, les féministes qui enfourchent les vélos dans les années 1890 sont raillés par les conservateurs et les obsédés du corset. Mais ces femmes jeunes et débridées vont peu à peu conquérir un nouvel équilibre. À l'image de leurs consoeurs militantes américaines et anglaises, les fameuses suffragettes, qui utilisaient la bicyclette comme symbole de leur combat pour l'égalité. On va voir les femmes se libérer grâce à la bicyclette de ces énormes robes, de ces grandes robes longues et tout, passer au pantalon. Et ça va créer des histoires merveilleuses. Mais regardez-moi cette matrone. Mais alors, mais qui va faire la vaisselle? Et qui va garder les enfants? Hein? Eh oui, quand les femmes portent la culotte, les pères la morale perdent les pédales, et c'est la porte ouverte à tous les excès. Ça peut être aussi, quand on est en tandem, rapter une jeune femme sur le deuxième siège et puis s'évader, bien sûr, pour des aventures également amoureuses. Donc c'est assez scandaleux. C'est étonnant, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vessie, de son vélocipède. Ah, ah, c'est étonnant, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vessie, de son vélocipède. On voit beaucoup de textes, par exemple dans les journaux satiriques, qui donnent des allusions ou qui décrivent peut-être les plaisirs impurs que la selle de la bicyclette pourrait donner aux dames. Cette libération, bien sûr, elle fait peur, notamment par rapport à la femme qui va quitter son foyer, aller s'amuser et puis aussi jouir physiquement de nouvelles sensations dont on redoute qu'elle ne se rapproche de l'orgasme, n'est-ce pas? Parce que les pieds quittent la terre, on s'envole, et c'est justement ce qui va attirer le client. On rentre dans une période où pour vendre les objets de la révolution industrielle, on fait appel à la publicité, que la publicité joue sur le désir d'acheter, mais c'est pas directement la figure de la femme et la figure de la bicyclette, c'est la mise en branle du moteur du désir. C'est un petit engin furtif qui va avoir des conséquences très importantes sur la vie du pays, enfin la vie des gens quoi, au quotidien. C'est un phénomène qui est aussi lié à une nouvelle urbanité, à une modernité de la ville. Et très vite, c'est le bazar. Entre calèches, piétons, charrettes, omnibus et le vélo qui déboule, ça chauffe sur le macadam. Et du coup, juste avant 1900, on instaure le premier code de la route et même un permis de conduire vélocipédique. Puis, très vite, c'est les agents au carrefour et les embouteillages. Et à Paris, à vélo, on dépasse déjà les autos. Au XIXe siècle, avant le vélo, on marche au pas dans la ville, il est interdit de courir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le vélo, il va venir, donc avec la vélocité, avec sa vitesse, il va venir perturber cet espace-là. Et petit à petit, donc, c'est un espace qui va se transformer pour être réservé à l'automobile, à la vitesse.
Donc il y a 10 ans de bagarre pour l'usage de la route. Puis aussi la question des piétons. Qui est-ce qui a la priorité? Qui est-ce qui est le plus légitime? Et là, on est au début du XXe siècle, on est encore dans la période où c'est les nouveaux cycles, les nouvelles mobilités, la bicyclette puis l'automobile qui vont chasser peu à peu le cheval et le piéton. En 1900, c'est le tournant du siècle, on change de braquet. Au pied de la Tour Eiffel, l'exposition universelle est un triomphe avec plus de 50 millions de visiteurs qui découvrent les inventions des temps modernes. Au pavillon des machines, entre les turbines, les pistons et les engrenages, les fabricants exposent des vélos rutilants, désormais produits en série. Les vélos qui étaient très très chers au tout début sont assez rapidement devenus des objets abordables et donc populaires. Et puis il y a autre chose qui sert à faire le lien avec l'usage populaire, c'est la course. Au départ, les toutes premières courses, comme les spéciales Paris-Bordeaux ou Paris-Brest-Paris, ont longtemps été courues par un petit peloton d'amateurs, avides d'aventure et de nobles exploits sportifs. Mais le Tour de France va imposer un autre rythme. Créée en 1903, cette compétition va démocratiser, professionnaliser et attiser les passions du cyclisme. C'est vraiment le Tour de France qui, lui, a pénétré toutes les campagnes par les différents organes de presse qui le relayaient. Et c'est là que le vélo a pris son développement. Parce que justement, dans chaque région, il y avait toujours un champion local qui montait à Paris avec un vélo, des fois de bric et de broc, pour disputer le Tour de France. Il ne faut pas oublier que la course va attirer des coureurs qui ne sont pas du milieu chic et huppé des premiers utilisateurs de la bicyclette, du vélo. Ce sont des prolos qui viennent pour se faire la course, pour se faire de l'argent. Il y avait à gagner. Suivez bien cette Torpedo Peugeot 972 X6. C'est derrière son panache de poussière et son propriétaire en Panama blanc, Henri Desgranges, que s'élancent en 1910 les concurrents de ce 8e Tour de France. C'est l'époque héroïque où le chronométreur, Maurice Machuret, est forcé de prendre le train pour rattraper à l'arrivée les coureurs à qui il a donné le départ quelques heures plus tôt. Les vainqueurs d'alors s'appellent Garin, Petit-Breton, Gartigou. Dans la bousculade, toutes les resquilles sont permises, y compris les coureurs qui, ayant étudié la carte, découvrent des raccourcis, ou ceux qui prennent l'omnibus avec leur vélo et descendent en douce à la gare précédant l'arrivée. Ces compétitions vont entraîner dans leur sillage, comme il y a la presse, la publicité, les primes. Et la figure de ces jeunes travailleurs qui vont, à travers ces compétitions, pouvoir obtenir un peu d'argent et les bourgeois vont être obligés de se commettre avec ces prolétaires. Donc quand on voit les gars qui partent dans les premiers Tours de France, les ténébreux, ces mecs qui partent la nuit, qui ont pas un rond, qui font des étapes de 500 ou 600 bornes, ils roulent tout le temps. Enfin, là, il y a tout de suite une emprise véritable sur des modèles qui sont des modèles populaires. Donc il n'est pas du tout étonnant après de voir que les gens vont commencer à s'intéresser à la bicyclette à tous les étages de la société. Bien souvent, comme ils étaient quand même pas très riches en sortir d'une carrière, la principale vocation qu'ils avaient, c'était d'ouvrir un magasin de vélos dans lequel ils marquaient au Tour de France, au Tourmalet, au Galibier. Et là, ils continuaient à vendre souvent des vélos, des marques qui les avaient employés pendant leur carrière. Et cette pratique du vélo, rapidement, elle est devenue aussi une pratique utilitaire. Et donc là, vraiment, on a eu un engouement pour le vélo qui s'est développé. Au début des années 10, le vélo devient un fidèle compagnon et un véhicule de fonction pour beaucoup de Français. C'est pas encore vélo, boulot, dodo, mais c'est désormais un outil de la vie quotidienne, qui n'évolue presque plus. Un engin banal et plus y renversant. Quoique, bousculer les objets, Marcel Duchamp, c'était son dada. Avec sa roue de bicyclette, il bouleverse radicalement l'art de son époque. Cette esthétique en roue libre annonce l'espoir d'un monde nouveau, qui va pourtant s'embourber dans les tranchées franco-allemandes.
Au début de la guerre, on prête au vélo des qualités militaires. Armes et cycles, même combat, pensent les généraux. Mais un biclou, ça ne peut ni tuer ni détruire. Ça permet par contre d'aller plus vite au front. Entre 1914 et 1918, des milliers de bidasses et d'estafettes vont donc pédaler allègrement vers la mitraille. Et quand la der des der prend fin, plus personne n'imagine le vélo comme engin de guerre. Trop simple, trop fragile, mais surtout dépassé par la puissance mécanique. Et puis de toute façon, le vélo, son truc à lui, c'était plutôt de la stabilité, l'équilibre, la légèreté. Une certaine forme de pacifisme finalement. Les années 20, c'est les années folles. On veut vite oublier, remonter en selle et s'amuser coûte que coûte. Reprendre goût à la vie. Et si possible, accéder au confort domestique, tant promis par la publicité. À Saint-Étienne, capitale industrielle des armes et des cycles, des marques désormais mythiques, comme Manu France, vont savoir faire rayonner la bicyclette et surtout réussir à le faire savoir. La vente directe aux particuliers par le catalogue Manu France notamment a eu bien sûr beaucoup d'influence sur la diffusion de la bicyclette. Dans les campagnes où il y avait peu de magasins, dans les petites villes, auprès des notables qui avaient suffisamment d'argent pour pouvoir s'équiper. Et on voit bien comment ça va traverser depuis la course jusqu'à la police. Les hirondelles, les fameuses hirondelles, toute la France, toutes les classes sociales sont contaminées très rapidement entre les deux guerres, disons. À travers les rues de la capitale, la course annuelle des porteurs de journaux parisiens a lieu sous la neige. En ville, les métiers commerciaux, paracommerciaux, c'est la bicyclette. À la campagne, ce qui est caractéristique, c'est que maintenant, il y a plusieurs bicyclettes par famille. Là, ça devient vraiment encore plus ancré dans la société. C'est pas la bicyclette du père ouvrier pour aller à l'usine, c'est toutes sortes de bicyclettes pour différents usages. Le catalogue Manu France, c'est un émerveillement qui est resté dans la conscience des familles et qui a duré d'ailleurs très très longtemps. C'est un peu comme la lettre au Père Noël, si vous voulez. J'écris et voilà, je reçois ce magnifique cadeau, bien sûr, qui est acheté, mais à un bon prix quand même dans la vente par correspondance. Et c'est aussi un objet transitionnel, parce que c'est offert par la famille, par le grand-père, par le père. On apprend à faire du vélo quand on a 5 ans et on ne l'oubliera jamais. Donc il y a quelque chose de patrimonial dans le savoir-faire du vélo. Quelque chose qui s'inscrit en vous comme la lecture, comme quelques-unes de ces choses très précieuses qui constituent notre réalité d'homme. On n'imagine pas une petite fille ou un petit garçon à qui on n'apprendrait pas à aller à vélo. C'est pas imaginable. C'est comme apprendre à nager à la piscine ou à la mer. Le vélo, c'est l'enfance. C'est le premier mode de locomotion qu'on a. Il a 2 roues, il a 2 petites roulettes sur les côtés pour tenir debout. Puis le jour où on les retire, c'est un monde nouveau qui s'offre à nous aussi. J'aime ce lien direct avec l'enfance. Quand je suis sur un vélo, je redeviens un gamin de 10 ans qui a envie de faire le couillon sur les trottoirs, qui bouge le volant, le guidon dans tous les sens. Je peux me permettre toutes les outrances. Là, il y a une grande liberté. Ça montre comment les souvenirs et les imaginaires individuels, chacun en a notre propre expérience, en fait deviennent un imaginaire collectif.
bicyclette, c'est depuis déjà des années, pour des associations notamment de cyclotouristes, liées au camping, un loisir de plein air qui est considéré comme bien, susceptible d'être encouragé. C'est bon pour le corps, on est près de la nature. Et donc ça va être d'une certaine façon proposé au monde ouvrier en disant faites aussi de la bicyclette, c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vous, c'est bon pour la France. Mais après la balade à vélo, c'est surtout le retour à l'usine. Et là, très vite, ça coince. Pour les ouvriers français, les années 30 sont minées par la crise économique, le chômage et les droits sociaux qui stagnent. Et puis il y a l'instabilité politique et la peur des nouvelles guerres en Europe. En mai 36, le Front populaire arrive au pouvoir. Mais ça suffit pas. Au Veldiv, on réclame toujours les 40 heures et des augmentations. Grève, déception, manif, et puis soudain, au premier jour de l'été, comme un cadeau imprévu, c'est les congés payés. Ce temps libre, donc d'un seul coup, le peuple français se trouve comme ça à la tête d'un mois de vacances, de 15 jours de vacances, peu importe, ça devient une sorte de mouvement formidable. Et donc la bicyclette va jouir d'une sorte de réputation de liberté, de s'associer aux vacances, à l'été. Et il y a quelque chose d'un lien très, très profond, comme ça, qui va se créer entre les Français et la bécane. Chaque été, on ferme, on part, on s'en va. La clé sous la porte, la joie dans le cœur, vers la campagne et le grand air, vers la montagne et vers la mer, vers le soleil et la santé, par le rail et par la route. Dans la réalité, c'est plus nuancé. Le cliché du Front populaire, c'est le départ à bicyclette, la bicyclette étant le moyen de transport pour les vacances. Bon, c'est une idée qu'on se fait à l'époque et qui a des fondements un peu idéologiques, avec un cliché dans le cliché, c'est le tandem. Le tandem qui connaît une nouvelle vogue à sa journée à Paris. 250 couples participent à cette joyeuse manifestation sportive. C'est cette image comme ça on part en vacances en famille. Et donc la famille nucléaire, voilà, c'est le mari et la femme. Alors il y en a un qui est devant, il y en a une qui est derrière. En général, ça participe de cette imagerie. Ça fait partie de ces images, comme les images qu'on a recréées pour les résistants à bicyclette, que personne n'allait s'amuser à photographier à l'époque. Et donc on a recréé toute une sorte de mythologie visuelle à propos de ça. Eh bien justement, à propos de ça, à la fin des années 30, l'Europe déraille à nouveau. Juger dans l'amertume ou de sombrer dans le... Libérer la patrie. Nous sommes en juin 40. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non. Un petit véhicule résiste encore et toujours à l'envahisseur. Dans des villes sans auto et sans carburant, les biscottos et le vélo vont incarner la grande débrouille à la française. Image divertissante et cocasse que la propagande de Vichy va lourdement mettre en scène. L'essence est devenue précieuse. Économisons-la. L'imagination aidant, les véhicules les plus hétéroclites ont vu le jour. Fort heureusement, le prix de la course est proportionnel au poids du client. La guerre va avoir des relations un peu particulières avec le vélo, parce que ça va devenir, pendant cette période-là, l'outil du ravito, et où on va partir et revenir avec le vélo, souvent poussé à la main, parce qu'il est chargé de 50 kilos de patates et de 3 mottes de beurre. Et donc là, la relation au vélo va devenir un petit peu différente, elle est un peu moins ludique qu'elle n'avait été auparavant. Ça va être aussi l'objet furtif des gens qui sont les résistants et qui vont devoir aller en douce porter des plis, porter l'action ici ou là sans faire de bruit pendant la nuit. La vraie France se regroupait, se préparait au combat.
En revanche, ce qui est très significatif, c'est que dès que la contrainte s'arrête et que la libération vient, immédiatement on sort les voitures des garages où elles avaient été cachées. Il y a des gens qui avaient enterré leurs pneus, qui les déterrent. On fait des pieds et des mains pour trouver de l'essence. Autrement dit, le retour à l'automobile est immédiat et sans phrase. Retour à la bagnole. Et le vélo alors, il est déjà dans les poubelles de l'histoire ? Après tous ces services rendus à la nation, après avoir affranchi les femmes, libéré les travailleurs et résisté à l'occupant, les Français d'après-guerre auraient vraiment choisi d'entrer dans l'ère de l'automobile ? Une sorte de révolution vient de s'opérer, celle du moteur individuel. Le bicycle motorisé est devenu le roi des transports urbains. Signe des temps, les transports en commun se plaignent de voir diminuer leurs recettes. Bien sûr, un peu plus chaque jour, il semble que leurs passagers les désertent pour des engins qui donnent la faculté du porte-à-porte et le témoignage de l'indépendance. Le cyclomoteur est une revanche, celle du paria de la rue d'hier qui traite aujourd'hui de pair avec toutes les cylindrées. Comme elle, il est autonome. Comme elle, il possède son évasion en puissance. C'est un moteur. C'est comme chaque année devant une foule encore plus nombreuse que l'année précédente que s'est ouvert le salon de l'automobile traditionnellement inauguré par le président de la République. Nous sommes en 1959. Avec De Gaulle, Renault, Peugeot, Citroën et compagnie, l'auto devient une affaire d'État. La bagnole pour tous, c'est le credo des 30 glorieuses. Ah, les jolies courbes et les belles cylindrées, faire rougir le capot, écraser le champignon, c'est super chouette. Le désintérêt pour la pratique ordinaire ou urbaine du vélo était absolument manifeste. On partait plus en week-end en vélo à la campagne. On bourrait tout le monde dans la Simca 8 ou dans la 403 et on partait comme ça en famille. Cette machine qui roule de plus en plus vite et qui fait vroom, c'est, paraît-il, la conquête incontestable de l'homme civilisé. Et pourtant, certains dénonçaient déjà les excès de l'automobilisation de la société. Dans son film Jour de fête, réalisé en 1947, le cinéaste Jacques Tati se met en scène en facteur cycliste, un personnage dépassé par les nouvelles technologies. Le facteur de Tati, qui lutte et y perd toujours contre les moyens modernes, en fait, il représente un travailleur qui est en train d'être dépassé. Il est ridicule. Il est en train d'être laissé sur le côté par le progrès. Donc il a toute la tendresse de Tati, qui est, lui, réactionnaire au sens propre, mais en fait, il signifie très bien que dans le monde professionnel, à ce moment-là, la bicyclette est en train d'être marginalisée. 20 ans après le film de Tati, la petite reine n'est plus du tout à la fête dans la circulation. Détrônée, elle devient un véhicule ringard et vulnérable, réservé aux pauvres, aux marginaux et parfois même aux artistes. Justement, en 1968, Yves Montand chante la nostalgie de la bicyclette. Un tube ambigu et totalement anachronique, puisqu'il nous parle du bon vieux temps alors que la pratique et l'industrie du vélo s'effondrent. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. En cette même année 68, en mai, sous les pavés, c'est les grèves. Les raffineries sont occupées, les dépôts de carburant ferment et dans les villes, les bagnoles tombent en rade. Trafic en tout genre, pénurie, privation. Pour les automobilistes contraints de marcher, c'est limite le retour au ravito. Et c'est vraiment les événements de mai 68 qui ont redonné l'utilisation du vélo. Puisque je me rappelle, même j'avais que 4 ans, mais les voitures tombaient en panne d'essence devant la porte et les gens rentraient pour acheter un vélo. Et là, l'industrie française du cycle a vraiment redémarré grâce à mai 68. La France, on peut le dire, est à l'heure du guidon. La petite reine est redevenue à la mode. Samedi matin, devant la patinoire olympique, lieu de rassemblement des cyclotouristes grenoblois. La Fédération française de cyclotourisme comprend 22 000 licenciés, soit 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Un effort que l'on explique, généralement, par le goût retrouvé de la nature et surtout par le besoin de garder son corps en bonne santé
devant les agressions de notre société moderne. Oui, mais finalement, tout ça, c'était uniquement des belles bécanes pour la course et pour se balader avec les copains. En ville, au contraire, faire de la bicyclette, c'était quasiment le parcours d'obstacles. Et puis en octobre 1973, c'est le vrai choc pétrolier. Pour les conducteurs et l'industrie, c'est la crise. Mais c'est aussi un choc des consciences, partout dans le monde. Trop de pollution, trop de bruit, trop de vitesse. Alors, pour résister, les écolos montent sur les vélos. Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à la disposition de vélos communautaires pour les Parisiens. Et qui les paierait? Qui les paierait? Le gouvernement. Le vélo gratuit pour tous les Parisiens. Dans les années 70, début des années 70, la prise de conscience, elle arrive, on va dire, quelques mois effectivement après mai 68. C'est vraiment l'événement déterminant qui va faire basculer toute une série de revendications, de mouvements qui se sont créés pendant cette période dans des combats de défense du cadre de vie, de défense d'une autre manière d'aménager la ville et notamment donc de reconsidérer la place de la bicyclette dans l'espace urbain. Le monsieur qui descend du train, là, avec le pull rouge, c'est René Dumont, le premier candidat vert au présidentiel de 1974. Pour lui, pédaler est un geste politique, et le message qu'il adresse aux électeurs est simple. Aux énergies fossiles, préférez donc l'énergie musculaire. Slogan utopiste, pour une écologie politique qui ne se prenait pas encore trop au sérieux. Le pétrole, on s'en fout. L'énergie, c'est nous. Le pétrole, on s'en fout. L'énergie, c'est nous. Les conducteurs deviennent de plus en plus nerveux. Les gens ne sourient plus dans la rue. Et moi, je suis pour la gaieté. Parce que quand on n'est pas drôle, on est triste et on s'ennuie. Dans les années 70, c'est vrai que le vélo se construit en opposition à l'automobile. Et on a cette opposition qui se met en place de manière assez virulente aussi par les associations contre les automobilistes, notamment parce qu'aussi il y a énormément d'accidents de la route qui impliquent des voitures et des cyclistes et qui souvent entraînent des blessures graves ou des décès des cyclistes. Il faut bien savoir que ce sont les associations locales qui portent ces combats, souvent, donc, et elles se développent très rapidement à Paris, à Strasbourg, et ensuite se diffusent dans de nombreuses villes françaises et même européennes. À Paname, l'activiste Jacques Essal crée le mouvement de défense de la bicyclette avec une poignée d'écolos. À Nard, étudiants utopistes ou amis de la Terre, ces militants rêvent d'une ville verte et apaisée. Des revendications qui sont loin d'être partagées par tous les Parisiens. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. En réalité, il n'y avait pas grand monde qui s'associait pour défendre le vélo dans ces années-là, je dois le dire. Et puis c'était surtout finalement des grandes idées, des généralités. Et moi, il se trouve que j'ai pensé qu'il fallait gagner des batailles, qu'il fallait obtenir du concret. Et c'est d'abord à Strasbourg que le vélo urbain va se réveiller. Le comité d'action 2 roues, animé par le pasteur Jean Chaumien, sait convaincre les autorités et surtout le maire Pierre Pfimlin, qui va effectuer un très instructif voyage d'études aux Pays-Bas. 8 millions de bicyclettes pour 14 millions d'habitants, record du monde absolu pour les Pays-Bas. Là-bas, tout le monde ou presque possède son vélo. Le cycliste néerlandais, et son originalité tient à cela, possède d'instinct la mentalité 2 roues. Car le néerlandais n'utilise pas son moyen de transport comme raison sociale. Aux Pays-Bas, rouler à vélo ne fait pas pauvre. Celui qui prend un vélo pour aller à son travail ne passe ni pour un fauché, pardonnez l'expression, ni pour un original, c'est toute la différence. En Hollande, Pflimlin a été vraiment convaincu
Et au retour, c'était en 1978 je crois, au retour il a fait voter le premier plan vélo de Strasbourg et même le premier plan vélo d'une ville de France contre une bonne partie de sa majorité et de ses services d'ailleurs. Au fond, vélo était égal écolo et tout ça était prêté à sourire. Et c'est vrai que moi, pendant des années et des années, j'apparaissais comme une jeune femme plutôt sympathique, plutôt gentille, et je faisais sourire. Et on m'écoutait parce que j'étais mignonne, mais on me prenait vraiment pas au sérieux du tout. Et pourtant, il y avait plein d'expériences innovantes à l'époque. Comme les vélos jaunes de La Rochelle, lancés en 1974. Une initiative presque révolutionnaire. Non, ce n'est pas Pékin. C'est ce que la municipalité de La Rochelle souhaite. Créer dans le centre-ville un parc de bicyclettes gratuites, inspiré de la mise à disposition du public de caddies dans les aéroports ou magasins à grande surface, afin d'accéder rapidement aux zones piétonnières. Ce week-end, c'était donc le grand lancement de cette opération dans une ambiance de kermesse. Fanfares, majorettes et caravanes de 250 vélos, en tête de laquelle on notait la présence de Lucien Neuwirth et de Michel Crépeau, député maire de La Rochelle. Pour ce dernier, un but primordial, réhabiliter le centre ancien et commerçant en le débarrassant des méfaits de la circulation automobile. Alors effectivement, l'expérience de La Rochelle, qui se base sur la gratuité totale de 300 vélos en libre service dans la ville, est vraiment innovante. Et c'est ça qui va avoir une répercussion assez incroyable, même encore de nos jours, c'est-à-dire qu'elle va faire la promotion d'un système, d'un moyen de transport individuel de manière collective. Ouais, mais dommage, car le chacun pour soi va vite reprendre ses droits. Malgré son succès symbolique, l'expérience politique de La Rochelle va rester une exception à la règle. J'ai côtoyé une foule de conseillers de ministres, de directeurs d'administration centrale, donc des gens haut placés, leurs adjoints, leurs collaborateurs et tout. La position majoritaire, c'est « bon, tout ça c'est gentil, mais enfin parlons de choses sérieuses, quoi ». Il y avait vraiment une méconnaissance et même un mépris gentil, mais un mépris tout de même. L'opinion n'est pas encore tout à fait convaincue que le vélo est vraiment la solution à la crise urbaine des déplacements. Pendant très longtemps, l'État, mais aussi l'imaginaire collectif, a privilégié les transports collectifs. Le vélo va apparaître comme la roue de secours des déplacements. Bien sûr, Gavroche était il y a longtemps, au 19e siècle. Et puis, il se débrouillait tout seul dans la vie. Moi, je crois que je pourrais aussi. Oh, le misérable petit Biclou, abandonné, orphelin de la Vélorussion. Dans les années 80, le vélo en ville a vraiment un gros coup de pompe. Le constat après inspection, c'est que la bicyclette perd pied. L'État ne fait presque rien et les communes sont trop isolées. Mais alors que font les associations? C'est déjà terminé, la lutte des cycles? Moi, je crois que le rôle du MDB ou des associations d'une façon générale est de garder la flamme allumée, de faire que le mot vélo puisse être reprononcé un jour, qu'il continue à occuper un peu un coin des cerveaux. Oui, faire du vélo, c'était un acte militant, mais au sens où moi j'aime le militantisme, c'est-à-dire un militantisme doux. Par l'exemple, on montrait une façon d'être dans la ville qui était à l'opposé de tout ce qui se pratiquait. Je me souviens de mon arrivée à Paris, je me suis dit que le vélo serait peut-être une bonne solution pour découvrir cette ville, et en fait, c'était courageux. À mon insu, j'étais courageux. C'était les temps héroïques où le vélo était un corps étranger dans la ville, et véritablement, on était des pionniers. Il fallait tracer son chemin au milieu de cet univers barbare, puisque la ville était entièrement livrée à l'automobile. Et vraiment, quand je me souviens du moment où je rencontrais un autre vélo, on se saluait en se disant « Courage vieux, je sais ce qui t'attend ». Au milieu des années 90, l'écologie, c'est plus seulement pour les hippies. L'environnement, c'est maintenant, réclament les citoyens. Contraint de montrer l'exemple, le gouvernement va finalement réagir au cœur de la capitale. En 1994, je travaille au cabinet de Michel Barnier, qui était ministre de l'Environnement, et j'étais en charge de l'aider à définir une politique nationale du vélo. Et il me dit « Isabelle, on voudrait faire quelque chose pour la journée de l'environnement, vous n'auriez pas une idée ?» Et je dis « Je propose qu'on ferme les voies express de Paris aux voitures pendant toute la journée. » Quand Paris s'est éveillé, les berges de la Seine étaient méconnaissables. Un miracle de lever du jour. Pas une voiture, pas un vélo sur 10 km.
jusqu'à 9h précises, quand ils sont arrivés, ceux pour qui ce parcours de rêve a été aménagé, les piétons et les cyclistes. Pour la première fois, ils ont pu flâner devant les plus beaux monuments de la capitale sans se soucier des dangers qui guettent toute personne en bicyclette. C'est un truc extraordinaire. On s'est rendu compte que les Parisiens avaient des vélos, alors qu'on disait jusqu'alors que le vélo pourrait jamais se développer à Paris parce que les Parisiens n'avaient pas de vélo, parce qu'ils étaient censés ne pas avoir de place pour les ranger. Je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, il y avait des vélos, dans un silence extraordinaire, et des sourires jusqu'aux oreilles partout, au point que les journalistes eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était un message fort en silence, et sans revendication, mais juste par l'existence. Ça, c'était un vrai tabou. Quelque chose d'autoroutier pouvait ne plus être autoroutier un jour. Je pense qu'on pourrait repenser la ville à partir du vélo et on aurait un décor absolument fascinant qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait imaginé. On imagine toujours le vélo comme un outil du passé. On dit c'est le Front populaire. Mais non, c'est un outil d'avenir puisqu'il permet à chaque personne de s'exprimer individuellement, d'avoir une espèce d'accord avec lui-même et avec les autres, de se sentir en harmonie avec son environnement. Qu'est-ce qu'il y a de plus futuriste que ça, que le bien-être dans une ville et de transformer un moment pénible de transport en moment agréable de vie. Aujourd'hui, 5 millions de fonctionnaires paralysent le pays. Un métro sur 5, un bus sur 6, un TGV sur 4. Pour la première fois en 10 ans, les syndicats et leurs troupes défilent côte à côte. L'hiver 95, une très grande grève, très dure grève des transports en commun est déclenchée et, excellente chose pour notre affaire, elle dure plus d'un mois. 250 000 vélos achetés pendant la période des grèves, les vieilles bicyclettes sorties des placards, la crise des transports a massivement converti les franciliens à la petite reine. Provisoirement, pas forcément. Les grèves m'ont donné envie de me déplacer en vélo. Et depuis la fin des grèves, vous continuez à... Ah bah oui, aujourd'hui il pleut, je continue. J'adore ça. Je prenais souvent le métro, le bus, mais là avec les grèves, obligé. Et maintenant il n'y a plus de grève, vous continuez à prendre le vélo? Ah ouais, je continue. Grâce aux grèves. Malgré la pluie, malgré les dangers, je préfère le vélo, oui. Chacun de son côté a commandé des études, des enquêtes et tout ça pour comprendre le phénomène, comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de tous ces gens qui s'étaient mis au vélo. Et ce qui ressort des deux enquêtes, la chose première qui ressort, c'est la fierté d'en être capable et donc une image de soi formidablement améliorée pour tous ces citoyens-là. Depuis des années, les écologistes réclament un réseau vert constitué de rues réservées, de pistes cyclables et de trottoirs partagés. De multiples aménagements restent à faire. Mon objectif, c'est d'avoir des axes assez longs et assez complets, et encore une fois, où la sécurité soit assurée. Il ne suffit pas de dire dans telle rue, allez-y, circulez. Non, il faut que la sécurité soit bien assurée. C'est pourquoi c'est un peu plus long que prévu, mais ça se fera, j'en prends l'engagement. Ouais, bon, monsieur le maire, les promesses, ça suffit pas. Et puis l'insécurité, c'est surtout à cause des moteurs. Impatients, les militants cyclistes mêlent encore une fois la roue libre et la politique. Fin 96, la mairie concocte les premières pistes cyclables de la capitale. Et il était temps. Car depuis des années déjà, Strasbourg, Lorient, Lille et des dizaines d'autres villes françaises avaient aménagé leurs artères pour freiner la vitesse et redonner le temps de vivre aux habitants. Ce fameux homme plus vite de la fin du 19e siècle va redevenir l'homme d'avant-garde des années 2000. Ça sera un homme un peu moins vite que l'homme automobile, mais qui aura pour lui la raison écologique et qui aura pour lui la planète. Donc voilà, et je pense aussi que c'est ce qui va encourager des idées extraordinaires qui sont les idées où l'usage l'emporte sur l'objet. J'ai, tu as, il a, nous avons tous un petit Vélov dans la tête, même Gérard Collomb, le maire de Lyon. Nous essayons de susciter une envie de faire du vélo dans la ville. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront cette envie et qui auront dans les prochaines années une rupture dans leur choix de déplacement, qui prendront le vélo plutôt que de prendre leur voiture pour faire 500 mètres. L'idée, c'est pas de garder votre vélo longtemps. L'idée, c'est vous le prenez, vous en avez une demi-heure, une heure et demie, vous le relaissez, vous laissez d'autres en profiter, et vous aurez plein de stations
et donc vous pourrez en reprendre un autre à un autre endroit. C'est une idée révolutionnaire, un peu comme le vélo a révolutionné les comportements à la fin du 19e. Là, on voit bien que les comportements urbains sont complètement révolutionnés et qu'on voit apparaître ce qui va devenir probablement les comportements généraux dans les décennies qui viennent, c'est l'usage au lieu de la propriété. Il y a une relation à la propriété qui est là très sérieusement remise en cause par la bicyclette une fois encore. Donc on voit bien comment c'est un outil qui s'adapte, dont il sera difficile de se débarrasser complètement. Vélo pour tous, vélo gratos ou vélo perso, le credo du XXIe siècle, c'est surtout de remonter en selle pour en finir avec le bruit et la fureur de la rue. Apaiser les villes, rouler partout en toute liberté, oui, mais il faudrait quand même pas non plus pavoiser. Non, il y a un danger au fait que tout à coup, une grande partie de la population soit sur le vélo en ville à devenir ou arrogant, ou bien à notre tour de se conduire de manière agressive avec les autres, parce que on aurait perdu là l'essentiel du vélo et de ce qu'il nous transmet. Une tranquille assurance, des choses comme ça, une espèce de sentiment pacifiste. C'est un mécanisme qui utilise une énergie renouvelable qui est celle des mollets et l'huile de bras, comme on dit. Et donc c'est vraiment un véhicule approprié à notre société. C'est vrai que le vélo est toujours semblable à lui-même, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, mais c'est toujours une constante et finalement c'est très important parce que c'est une valeur sûre. Alors c'est vrai que la bicyclette contemporaine remet en cause une certaine forme de modernité qui avait été mise en place pendant les 30 Glorieuses. Et c'est ça qui, on va dire, change la donne parce que au début du siècle, bien évidemment, la bicyclette est considérée comme le symbole de la modernité. Et aujourd'hui, il est considéré comme presque, j'ai envie de dire, la contre-modernité. C'est une pratique qui est politique parce qu'elle remet en cause le fonctionnement de la société, purement et simplement. Et puis c'est un outil de liberté. Et donc forcément, la liberté, c'est de la politique. Monter sur un vélo, c'est accepter de rentrer dans un autre univers, une autre dimension temporelle de la ville, physique, géographique et aussi psychologique. C'est vraiment la base de la vélosophie. Tout corps monté sur un vélo voit sa perception du monde entièrement modifiée. Donc le vélo porte la promesse d'une nouvelle conception des villes, partout dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on attend pour rouler? Car finalement cette bicyclette, c'est un peu comme la révolution. Si elle n'avance pas, elle tombe.